On poursuit sur les développements en série entière usuels avec ceux de la fonction cosinus et du sinus, qui seront vrais encore une fois sur R tout entier et qu'on va démontrer grâce à la formule de Taylor avec reste intégral. Alors une petite astuce, c'est que la fonction cosinus elle est dérivable sur R et que sa dérivée c'est la fonction moins sinus. Et puis si je redérivais une deuxième fois, je verrai apparaître moins cosinus, puis après sinus, etc. Donc on a une périodicité 4 sur les dérivées successives de la fonction cosinus. Mais il y a une petite astuce qui consiste à voir que moins sinus x c'est cosinus de x plus pi sur 2. Et donc en fait, on pourrait démontrer par récurrence que pour tout n, cosinus est n fois dérivable sur r et que la dérivée nème du cosinus, c'est la fonction qui a x donne cosinus de x plus n pi sur 2. Vous faites une récurrence avec ça, ça ne pose strictement aucun problème. Puisque si on redérive une fois, ben on voit apparaître la dérivée de x plus n pi sur 2 qui fait 1 fois la dérivée de cosinus qui fait moins sinus de x plus n pi sur 2, sauf que moins sinus de x plus n pi sur 2, avec ce qu'on a vu là, ça fait cosinus de x plus n pi sur 2 plus pi sur 2, ce qui établit l'hérédité. Donc si j'écris la formule de Taylor avec reste intégral, j'obtiens que pour tout n dans une étoile, cosinus x vaut la somme de Taylor plus un reste intégral. Comme pour la fonction exponentielle, l'objectif est de montrer que le reste intégral tend vers 0 quand n tend vers l'infini pour montrer que la somme partielle va tendre vers le cosinus. Donc j'encadre la valeur absolue entre cosinus x moins la somme de Taylor. Donc j'encadre la valeur absolue du reste intégral. Le x moins t en valeur absolue est plus petit que valeur absolue de x. La valeur absolue du cosinus n plus 1 de t, de toute façon ce sera cosinus de x plus n plus 1 pi sur 2, mais en valeur absolue c'est toujours plus petit que 1. Donc mon intégrande est plus petite en valeur absolue que valeur absolue de x puissance n sur factoriel n. La largeur de l'intégrale c'est valeur absolue de x, donc je majore ça par valeur absolue de x puissance n plus 1 sur factoriel n, qui tend vers 0. Et donc par théorème des gendarmes, cette quantité-là tend vers 0, ce qui assure bien que la somme partielle tend vers cosinus x, et donc cosinus x s'écrit comme la somme des dérivées km en 0 du cosinus sur factoriel k x puissance k. Or la dérivée km en 0 du cosinus, si je remplace x par 0, ça fait cosinus de k pi sur 2. Mais cosinus de k pi sur 2, vous dessinez un cercle trigonométrique, cosinus de 0 pi sur 2 ça fait 1, cosinus de pi sur 2 ça fait 0, cosinus de pi ça fait moins 1, donc vous avez 1, 0, moins 1, 0, 1, 0, moins 1, 0. Donc si k est impair, ça vaut 0. Et si k est pair, cosinus de k pi sur 2, donc si k égale 2m, cosinus de k pi sur 2, ça fait cosinus de m pi, qui vaut 1, moins 1, 1, moins 1, ce qui fait moins 1 puissance m. Et finalement, dans cette somme, il ne reste que les indices pairs, et où je remplace le cosinus de 2m pi sur 2, donc le cosinus de m pi, par moins 1 puissance m, et on obtient que cosinus x vaut la somme de m égale 0 à plus l'infini, des moins 1 puissance m sur factoriel 2m, x puissance 2m, ce qui donne le développement en série entière du cosinus. Là encore, ce développement en série entière, il n'y a pas besoin de l'apprendre par cœur à nouveau, puisque c'est exactement la même chose qu'on avait pour les développements limités en première année. Je fais la même chose pour le sinus, évidemment. Donc la démonstration est parfaitement analogue. La fonction sinus, elle est dérivable, et sa dérivée, c'est la fonction cosinus. Mais cosinus x, c'est sinus de x plus pi sur 2. Par récurrence, on a déduit que la dérivée nème du sinus, c'est sinus de x plus n pi sur 2. Dans la majoration de la formule de Taylor reste intégral, en écrivant que la dérivée n plus unième du sinus en valeur absolue c'est plus petite que 1, j'obtiens le même encadrement et j'obtiens que pour tout x dans R, sinus x, c'est la somme des sinus k pi sur 2 sur factoriel k x puissance k. Et le sinus k pi sur 2, alors sinus de 0 ça fait 0, puis 1, puis 0, puis moins 1, puis 0, puis 1, puis 0, puis moins 1. Et donc on voit que sinus de k pi sur 2, ça vaut 0 si k est pair, et si k s'écrit 2m plus 1 impair, sinus de 2m plus 1 pi sur 2, ça fait sinus de m pi plus pi sur 2, et sinus de m plus pi sur 2, ça fait cosinus de m pi, quand j'ajoute pi sur 2, c'est comme quand je dérive, c'est ce qu'on a vu là. Donc quand j'ajoute pi sur 2, ça fait cosinus de m pi, et cosinus de m pi vaut moins 1 puissance m. Donc ne reste dans ce développement-là, pour sinus x, que la somme sur les indices impairs. Le sinus de 2m plus 1 pi sur 2 fait moins 1 puissance m sur factoriel 2m plus 1, x puissance 2m plus 1, ce qui est bien ce développement en série entière, qui est valable sur R. Donc le rayon de convergence vaut plus l'infini, on aurait pu le vérifier en faisant une règle d'Alembert, mais là c'est inutile. Comme c'est vrai pour tout x dans R, ça signifie que cette série est convergente pour tout x dans R, et donc a fortiori que le rayon de convergence vaut déjà plus l'infini. Donc j'ai la développabilité en série entière du sinus x. Là encore, la formule, c'est-à-dire ce terme-là n'est pas vraiment à apprendre parce qu'elle est nouvelle, puisque, encore une fois, c'est exactement la même chose qu'on avait dans le développement limité du sinus au voisinage de 0 dans le programme de première année.